Bonjour les amis, j'ai besoin de vos dons, alors n'hésitez pas à m'en envoyer. L'adresse c'est tinyurl.com/bestofdons, tinyurl.com/bestofdons au pluriel, ou alors dons au pluriel.notre-torture-est-réel.com. Et oui, j'ai besoin d'environ 120 € par mois pour mon fonctionnement, pour faire mes lives. Actuellement, j'ai environ déjà 25 € tous les mois, mais il m'en manque une centaine. Et oui, je me suis acheté des écrans, une carte graphique, de la mémoire, un SSD, un micro, un bras, des câbles, une interface audio. Et je n'ai toujours pas passé mon permis et je voudrais me mettre en refuge quelques mois dans un pays sûr. Et donc je vais avoir besoin de payer le code, la conduite, un visa et un billet d'avion. Alors j'ai besoin de vous. Je vous rappelle l'adresse, c'est tinyurl.com/bestofdons au pluriel ou dons au pluriel.notre-torture-est-réel.com. Et je vous invite à me rejoindre sur mes plateformes, sur le canal Telegram Best of Computer Live et le groupe de discussion au Terrier du Lapin Blanc. Et vous avez bien sûr mon VK, mon Crowdbunker, mon YouTube, mon Twitter, mon Facebook, mon Rumble, mon Twitch, etc. Et puis je vais continuer les émissions tous les samedis à 21 h, la vérité en question vue du Star Force Café, et tous les jeudis à 20 h il y aura un nouveau mini-live qui s'appellera le retour du Jedi, parce que je faisais des émissions le jeudi avant et là je vais en refaire, mais je serai comme un chevalier Jedi contre l'état profond, et donc ça sera le retour du Jedi. Et à 21 h tous les jeudis je vais continuer la séance de cinéma des ciblés du Truman Show. Je compte sur vous. À plus. Monsieur le Président, messieurs les membres du Congrès, les meilleurs éléments de la sécurité nationale des États-Unis sont visés et neutralisés dans le cadre d'une campagne mondiale. Les médias font état d'incidents sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Une grande proportion de ces attaques ont lieu sur notre territoire, aux États-Unis, dans cette ville. Ce que j'entends est très alarmant. Il y aurait quelque chose qui nous attaque de manière ciblée. C'est bien ça? Ces attaques se concentrent sur notre personnel, sur nos meilleurs éléments. Les personnes qui les subissent n'ont rien d'ordinaire. Il s'agit de ceux et celles qui produisent les documents qui parviennent chaque matin sur le bureau du président. Est-ce qu'il existe un moyen de protéger nos agents? Lorsqu'on est frappé, il est nécessaire de rendre les coups, de frapper 2 fois plus fort et de le faire savoir. J'exhorte cette commission à prendre soin des victimes et plus encore, à inciter le gouvernement à répliquer. Merci. Je suis l'un des premiers agents à avoir été touché. J'ignore ce que c'était, mais ça m'a grillé le cerveau. Je n'aurais jamais imaginé que ça mette un terme à ma carrière, ni que ça bouleverse ma vie à ce point. Je n'ai qu'un but aujourd'hui, c'est découvrir la vérité.
Si on ne réagit pas immédiatement, on va au-devant de gros problèmes, à très court terme. Je vis loin de tout aujourd'hui, très loin de tout. Il est difficile de me trouver, de me contacter. Je n'ai pas le droit de donner mon vrai nom. C'est une restriction que m'impose mon ancien employeur. Ce que je peux dire, c'est que j'ai quitté la CIA il y a quelques années. Mon travail impliquait des missions clandestines un peu partout dans le monde. C'est une vie très difficile, qui exige de gros sacrifices au service de son pays. Il existe une règle tacite dans le monde de l'espionnage, selon laquelle on ne tue pas ou on ne blesse pas gravement d'autres agents. Visiblement, ces règles ont volé en éclats en 2016, et j'ai bien cru que j'allais y rester. Tout a commencé au moment du rapprochement entre les États-Unis et Cuba, sous l'administration Obama. On ne s'en doutait pas à l'époque, mais ça allait marquer le début d'une longue série. Des centaines de personnes allaient subir les mêmes blessures que moi. President Obama touching down Air Force One landing here in Havana, an image unimaginable not long ago. History has just been made. The President announced the U.S. would begin normalizing relations with Cuba, a thaw decades after the Cold War ended. J'étais le négociateur en chef des États-Unis pour la normalisation des relations avec Cuba. J'étais très proche du président Obama. Et je sentais qu'il avait besoin d'une politique étrangère qui soit plus en phase avec ses valeurs. I have come here to extend the hand of friendship to the Cuban people. Creo en el pueblo cubano. I believe in the Cuban people. Je voulais que ce discours symbolise le début d'une nouvelle ère. I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas. J'ai eu la chance d'assister au discours d'Obama. Pour tout le monde, c'était une journée pleine d'espoir. On s'attendait à une transformation de l'économie cubaine. La levée des sanctions liées à l'embargo allait tout changer. Ce discours d'Obama, c'était un moment grisant pour moi. Je venais d'apprendre que j'étais affecté à l'ambassade américaine de La Havane. J'avais le sentiment de contribuer à écrire l'histoire. Mes amis, qui partaient tous aux quatre coins du monde, venaient me taper sur l'épaule. Ils se réjouissaient pour moi. Quand je suis arrivé à Cuba, c'était un nouveau territoire d'un point de vue diplomatique. Les relations étaient censées s'être apaisées. Mais dès les premiers jours, j'ai senti qu'on me surveillait, qu'on s'introduisait chez moi. Le harcèlement est un classique des méthodes des services cubains.
On vous vole des choses ou on les déplace dans votre maison. Vous rentrez et vous vous dites « c'était pas là ça ». Un jour, j'ai découvert des vêtements en boule par terre dans ma chambre. Ils avaient uriné dessus. J'ai aussi retrouvé des excréments. Des amis ou des collègues ont découvert des scorpions scotchés dans leurs pyjamas. Les services cubains font ça pour vous signifier qu'ils peuvent vous atteindre quand ils veulent, que vous êtes chez eux. Ils veulent vous empêcher de travailler, ils vous provoquent, ils cherchent vos points faibles. Vous ne luttez pas, vous faites avec. Il faut vraiment aimer son boulot pour accepter cette vie. Un jour, je suis rentré seul de l'ambassade. En arrivant chez moi, je me suis étendu sur mon lit. À un moment, tous les chiens du quartier se sont mis à aboyer. Peu après, un son perçant a fait irruption dans ma chambre. C'était comme un coup de batte de baseball. Comme une onde qui se refermait sur moi. Et la pression m'écrasait peu à peu le crâne. Il y avait un son aigu, continu, presque mécanique. J'ai pris un oreiller pour m'en envelopper la tête. J'espérais que ça étoufferait le son, que ça calmerait la douleur, mais ça n'a rien changé. J'ai commencé à perdre connaissance sous l'effet de la douleur. Je me suis effondré par terre. Ça m'a donné un coup de fouet. J'ai repris conscience. Je me suis précipité dans le couloir jusqu'à la cuisine. J'ai parlé à voix haute, mais je n'entendais rien. Mes oreilles ne fonctionnaient plus. Je me suis demandé, est-ce que la pression est toujours là? Non. Ce truc, c'était dans la chambre et pas ailleurs. Mon premier réflexe a été de consulter le médecin de l'ambassade. Quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé, j'ai vu une lueur dans son regard. Et il m'a dit, j'ai entendu ce son moi aussi. J'ai ressenti la même chose. Je lui ai demandé d'être plus précis. Il m'a alors expliqué qu'au mois de novembre, à l'époque de Thanksgiving, il avait vécu la même chose chez lui. Je lui ai répondu, je crois qu'on a un problème. Une fois, c'est curieux, mais si ça se répète, ça mérite une enquête. Washington a été alerté. Ce jour-là, je déjeunais avec le directeur médical de la CIA et il m'a parlé de plusieurs incidents qui avaient eu lieu à La Havane. Tout de suite, j'ai mesuré la gravité de la situation. Je m'appelle Charles Rosenfarb. J'étais le directeur médical du département d'État. Avec nos collègues de la CIA, on a décidé d'interroger l'ensemble de nos personnels pour recueillir plus d'éléments. On a compris que nos agents avaient entendu un son, quelque chose de ciblé, un peu comme un rayon. Quand ils quittaient la pièce où ils se trouvaient, la sensation disparaissait. On n'avait qu'un seul conseil à leur donner, quittez la pièce. Si vous sentez ou entendez quelque chose, sortez tout de suite. Dans ce genre d'affaires, c'est comme quand il commence à pleuvoir. On ne sait jamais si ce sera quelques gouttes ou une tempête.
Ma santé s'est mise à se détériorer. Je voyais par exemple des taches noires au centre de mon champ de vision. Je n'avais jamais eu ça. Par moments, ma vision se troublait. Je ne pouvais plus lire sur un écran. Je ne pouvais plus conduire non plus. J'ai compris que j'avais un gros problème quand ça s'est manifesté sur le plan cognitif. Je n'arrivais plus à rédiger des textes. J'écrivais des câbles, c'est notre façon de communiquer. Et quand je les relisais, je voyais qu'ils n'avaient ni queue ni tête. Je ne parle pas de simples fautes d'orthographe, mais de mots qui n'existent pas. Il y a de quoi paniquer quand ça vous arrive. Personne ne savait rien. On ne savait pas ce que c'était, que faire, comment se protéger. Quelques jours plus tard, j'ai pris l'avion en direction Miami. Nos collègues de la CIA nous ont recommandé un médecin de l'université de Miami, un spécialiste habitué à soigner des soldats victimes de chocs traumatiques, d'explosions, ce genre de blessures. Tous leurs spécialistes ont libéré leur emploi du temps pour me voir. Je me suis présenté sous un pseudonyme. Faux nom, tout ça. On leur cachait pourquoi j'étais là, on ne décrivait pas en détail ce qui m'était arrivé. On leur a juste dit « auscultez-le, de la tête aux pieds ». Ce séjour à Miami a été très éprouvant. Ils ont testé mes réactions oculaires, mon équilibre. Je n'ai pris conscience de l'étendue de mes symptômes qu'une fois tous ces tests effectués. Je me suis rendu compte que je ne tenais plus debout, les yeux fermés. Mon équilibre était totalement perturbé. Si je n'avais rien à portée de main pour me rattraper, je tombais à cause du vertige. Les médecins m'ont diagnostiqué un traumatisme crânien. Quoi? Je n'avais reçu aucun coup, je n'avais pas eu d'accident, rien de ce genre. Mais ils ont insisté. Sur le plan symptomatique, d'après nos observations, c'est un traumatisme crânien. Le médecin qui a examiné ces patients a conclu qu'ils présentaient des symptômes relevant de traumatisme crânien, mais sans événement traumatique. Il n'y avait pas eu de choc. C'était inhabituel. Il n'existait aucun précédent, aucun cas répertorié dans la littérature médicale. Nous ne savions pas quoi faire. Je participais à une réunion en compagnie de membres du département d'État. À la fin de la réunion, ils m'ont approché et ils m'ont dit « On voudrait vous parler, votre domaine d'expertise et votre expérience pourraient nous être utiles. » En gros, c'était « Houston, on a un problème ». Sauf que ici, c'était « Jim, on a un problème, mais on ne sait pas vraiment lequel ». Dr James Giordano, je suis professeur au département de neurologie et de biochimie au Pellegrino Center. Je suis aussi directeur de l'Institut pour la recherche en biodéfense qui évalue l'impact de l'évolution des sciences et de la technologie sur la sécurité nationale, la santé publique et le renseignement intérieur. Il n'y avait pas d'arme du crime. Il n'y avait pas de blessures apparentes. Qu'est-ce qui avait pu arriver à ces agents et quelle en était la cause? Mon intuition, c'est que c'était lié à leur cadre de vie. Une toxine? On a rapidement évacué l'option.
Avaient-ils tous consommé le même médicament, prescrit ou non? C'était une possibilité. Un certain nombre de substances peuvent provoquer ce genre de symptômes. Mais là encore, aucune donnée formelle ne nous permettait de soutenir cette hypothèse. On l'a donc également exclue. On s'est ensuite demandé si ces personnes avaient pu être empoisonnées. Mais les symptômes observés n'allaient pas dans ce sens et les analyses n'avaient révélé aucune présence d'impuretés suspectes. La question restait donc ouverte. Est-ce que ces individus avaient été exposés à quelque chose? Selon toute probabilité, oui. Il restait donc à trouver à quoi. Lorsque j'ai reçu les rapports de notre ambassade à La Havane, j'ai compris qu'il s'agissait d'événements anormaux, qu'il fallait comprendre et évaluer avec précision. Je m'appelle Tom Shannon. J'étais sous-secrétaire d'État aux affaires politiques, le numéro 3 de la diplomatie américaine. Le secrétaire d'État et moi avons cherché à comprendre ce qui se passait et contre quoi nous devions nous défendre. La nature de ces événements, ces attaques, était si alarmante que notre ambassadeur a décidé de porter l'affaire au plus haut niveau, en s'adressant au dirigeant de Cuba, Raúl Castro. Il fallait signifier au gouvernement cubain que nous savions ce qui se passait et que nous voulions que ça s'arrête. Nous avons eu l'assurance de Raúl Castro que le gouvernement cubain n'était en rien lié à cette affaire. Ce démenti ferme nous a posé un grave problème. Car étant donné la nature de l'État cubain, qui est un État policier, étant donné la surveillance constante à laquelle sont soumis les diplomates américains, il nous paraissait impossible que de tels événements puissent se produire sans la participation ou l'assentiment du gouvernement cubain. I now give the floor to His Excellency Bruno Rodriguez Parilla, Minister of Foreign Affairs of Cuba. Señor Secretario General, en relación con los alegados incidentes que habrían afectado a funcionarios estadounidenses en La Habana, afirmamos categóricamente que Cuba jamás ha perpetrado ni perpetrará acciones de esta naturaleza, ni ha permitido ni permitirá que su territorio sea utilizado por terceros con ese propósito. Hey, how you doing? Hey, Doc, how's it going? Good. I'm still waiting to hear back from Oversight. We were trying to figure this out weeks ago, and we're still just sitting waiting. À l'époque, j'ai décidé de reprendre contact avec mes amis restés à Cuba. Je me suis rendu compte que le problème n'avait pas cessé. Des agents continuaient de rapporter des incidents. Et ils revenaient avec des séquelles. Ils rentraient dans les murs, ils perdaient l'équilibre, ils tombaient sans raison. Pour moi, ça a été un véritable choc, comme pour tout le monde à Washington. The
U.S. is investigating what caused American diplomats in Cuba to experience mysterious symptoms. The attacks have affected at least 22 Americans with health issues ranging from mild traumatic brain injury to hearing loss. It comes as the relations between the U.S. and Cuba had started to improve, but now the future of diplomacy between the two countries seems uncertain. Les attaques se sont poursuivies. Il était évident que ça n'allait pas s'arrêter. Selon la Convention de Vienne, les Cubains sont responsables de la sécurité de nos diplomates. Il fallait donc trouver un moyen de leur faire comprendre que s'ils étaient incapables de protéger nos agents, il y aurait des représailles. The U.S. State Department expelled 2 Cuban officials after American diplomats suffered from a variety of physical ailments in Havana. The United States has expelled 2 Cuban diplomats following a series of incidents involving U.S. personnel in Cuba. L'idée que Cuba ait mené ces attaques ou ait été complice, c'est absurde. Politiquement, ça n'a aucun sens. Tout le monde à Cuba, dans toutes les couches de la société, voyait d'un très bon œil cette normalisation des relations entre les deux pays, parce qu'elle était synonyme de prospérité. Il était dans l'intérêt du gouvernement cubain de faire des rapports à l'attention de la communauté internationale, afin de comprendre ce qui se passait. Un groupe de médecins a été réuni pour examiner les symptômes décrits par les diplomates. On m'a confié le soin de présider ce groupe parce que j'avais travaillé sur la perte d'audition, sur les lésions cérébrales et que j'avais l'expérience du travail en équipe pluridisciplinaire. Notre travail consistait notamment à évaluer la cohérence du récit qui nous était présenté. On a vérifié si les résidents des quartiers où vivaient ces diplomates avaient signalé des sons étranges. Personne n'avait rien entendu. Aucun voisin, aucun employé dans les hôtels aux alentours n'avait entendu quoi que ce soit. Pour moi, c'était incompréhensible. Pour blesser quelqu'un avec un son, il aurait fallu que ce son soit si puissant que tout le monde l'aurait entendu. L'idée qu'on puisse lancer une mystérieuse attaque à l'aide d'un son que personne n'entend, c'est tout simplement impossible. Ça n'a aucune logique. On s'interrogeait sur ce son, ou cette chose à laquelle ces gens avaient été confrontés, cette vibration, ce bourdonnement, ce sifflement. Est-ce que c'était quelque chose qu'ils avaient entendu ou ressenti? Ils avaient bien entendu quelque chose, mais beaucoup ont également dit l'avoir ressenti. Ils affirmaient avoir éprouvé une sorte de vibration très aiguë, un son qu'ils percevaient à l'intérieur de leur crâne. La question qui se posait alors était, existe-t-il des technologies qui peuvent provoquer cela? Des armes ou d'autres dispositifs à ultrasons? Sans aucun doute, oui. C'est une technologie qui existe. On trouve des brevets pour des dispositifs acoustiques à longue portée qui font appel aux ultrasons.
La technologie existe. Ce sont des systèmes qui génèrent une onde sonore de très haute fréquence, laquelle peut être dirigée pour perturber les mécanismes physiologiques de l'oreille interne, qu'il s'agisse de l'ouïe ou de l'équilibre. Ça peut se traduire par un ensemble de signes et de symptômes qui sont très proches, parfois comparables, sinon identiques, à ceux qu'on a observés chez ces individus. Tonight, the State Department ordering most of the American staff at the U.S. Embassy in Cuba home. This as the State Department pulls most of its staff out of the embassy in Havana after sonic attacks on U.S. diplomats. Nous avons pris la décision de réduire drastiquement le nombre de personnes en poste à Cuba pour protéger nos agents et leur éviter de subir de nouvelles attaques. Nous n'avions pas le choix. Bien sûr, nous aurions pu tenter de faire front, mais nous ne savions pas comment nous défendre. À partir de la deuxième moitié de l'année 2016, les attaques ont visé des personnes très importantes. Il y a eu le responsable de la sécurité diplomatique, le médecin-chef de l'ambassade, puis moi. Il y a eu ensuite le secrétaire de l'ambassadeur et puis le vice-consul adjoint. Ils ont éliminé les personnes les plus essentielles au fonctionnement de l'ambassade. Si vous voulez qu'une ambassade ferme, qui allez-vous d'abord supprimer? Personnellement, j'aurais choisi ces 5-là. Il y avait clairement un mode opératoire qui tenait compte de la fonction et de l'importance des personnes ciblées à la Havane. Si un adversaire est derrière tout ça, c'est un coup parfait. Quel pouvait être l'objectif? Il voulait clairement que les États-Unis quittent Cuba. C'est ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est dramatique. J'ai compris que tout allait s'effondrer. It is now my high honor and distinct privilege to introduce to you my friend, the President of the United States of America, President Donald Trump. L'arrivée de l'administration Trump nous a beaucoup inquiétés. On a tous compris que les choses allaient devenir très difficiles et que certaines des avancées auxquelles on était parvenu durant le mandat d'Obama allaient être réduites à néant. Trump arrive et coupe l'herbe sous le pied des Cubains. Il n'avait qu'une obsession: effacer Obama, annuler Obama, humilier Obama. Effective immediately, I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba. This says strengthening the policy of the United States toward Cuba. And I can add strengthening a lot. Je connais ces gens par cœur. Ils ont pris ces attaques comme prétexte pour mettre en morceaux tout mon travail. The Trump administration is following through on a promise to start rolling back another Obama-era policy. Regulations on travel to Cuba were announced today by the White House. The new rules roll back several tourism changes made by President Obama. The Trump administration has declared Cuba a state sponsor of terrorism. Secretary of State Mike Pompeo is adding Cuba back on the list of states who sponsor terrorism, rejoining countries like North Korea, Iran, and Syria. Je m'appelle Michael Evanoff. J'étais secrétaire d'État adjoint à la sécurité diplomatique.
J'étais responsable de la protection de tous les personnels des ambassades et consulats américains à travers le monde. Je me souviens, un jour, quelqu'un est entré dans mon bureau et a dit « Monsieur, vous n'allez pas le croire, on a un nouveau cas. » Un cas de quoi? Un nouveau La Havane. Vous êtes sûr? Où ça? À Guangzhou, en Chine. En Chine? À Guangzhou? traîneau plein de cadeaux, le Père Noël déploie ses grandes ailes. Est-il un ange ou archange, ce Père Noël qui glisse sur le ciel? Admirez les étoiles, soulevez tous les voiles, aimez ce beau ciel, c'est Noël. Cache-t-il, on ne le voit jamais. On parle de lui dans cette nuit qui fait de Noël la nuit la plus belle. Admirez les étoiles, soulevez tous les voiles, aimez ce beau ciel, c'est Noël.
et l'on danse la farandole d'une nuit si folle. On aime, on rit et on vit, et on appelle tout l'amour de Noël. Admirer les étoiles, soulever tous les voiles, aimer ce beau ciel, c'est Noël. Oh, oh, oh. Admirer les étoiles, soulever tous les voiles, aimer ce beau ciel, c'est Noël. Happy New Year, have a good time, and Merry Christmas. Everywhere we sing and we dance in happiness at night so crazy. We light and we laugh and we live, and we call love in Christmas. To admire all the stars, to live beautiful veils, and to love the sky, it's Christmas. Le jeu du solitaire. Salut les gars, joyeux Noël à Alexis, et pour son cadeau, pour son Mac, le jeu du solitaire Windows, car ça s'appelle le jeu de la patience et le jeu de la réussite. Alors est-ce que la patience mène à la réussite ?